La vérité cachée sur comment Cuba est tombé dans une extrême pauvreté. Bonjour tous, bienvenue sur Planète TV. Lorsque Christophe Colomb posa le pied pour la première fois sur les côtes de Cuba en 1492, il fut subjugué. Il décrivit l'île comme la plus belle terre que des yeux humains aient jamais vue. Cette image de paradis tropical, une carte postale vivante avec ses plages de sable blanc, ses eaux turquoises et sa végétation luxuriante, allait définir le destin de Cuba et, pendant un temps, en faire une puissance économique redoutable. Au début du XXe siècle, ce paradis n'était pas seulement une promesse de beauté, mais aussi de richesse. Dans les années 1920, son industrie sucrière, l'une des plus productives au monde, brassait des milliards de dollars, une fortune colossale pour l'époque. Sa position géographique était un atout majeur, une île magnifique, située à quelques encablures de la plus grande superpuissance mondiale, les États-Unis. À cette époque, l'Amérique vivait sous le régime de la prohibition, une loi qui interdisait la production et la consommation d'alcool. Pour les Américains en quête de fête et de liberté, Cuba devint une échappatoire, un immense terrain de jeu de plus de 1000 kilomètres de long. Les dollars des touristes affluaient en masse. La capitale, La Havane, se transforma en une métropole moderne et vibrante. Ses rues étaient remplies de voitures Ford flambant neuves, ses côtes se paraient d'hôtels opulents, de clubs nautiques privés et de casinos fastueux. Les infrastructures, des routes aux télécommunications, étaient à la pointe de la modernité. Cuba semblait suivre une trajectoire irrésistible vers la prospérité et le statut de nation riche. Les chiffres de la fin des années 1950 sont saisissants. Avec seulement 6,5 millions d'habitants, Cuba possédait la 29e plus grande économie du monde. Son produit intérieur brut, PIB par habitant, qui mesure la richesse moyenne par personne, était supérieur à celui de pays comme l'Irlande ou l'Australie. Il était même le double de celui de l'Espagne, l'ancien colonisateur, et du Japon, qui allait bientôt devenir un géant industriel. Le développement humain n'était pas en reste. Cuba comptait plus de médecins par habitant que le Royaume-Uni. Son espérance de vie et son taux de mortalité infantile étaient comparables à ceux des nations européennes les plus développées. Les salaires moyens cubains étaient les 8e plus élevés au monde. Le pays avait également lancé des programmes éducatifs ambitieux, avec pour objectif de devenir la nation la plus alphabétisée d'Amérique latine. L'économie cubaine semblait avoir toutes les cartes en main pour un succès durable. Un marché libre, certains diraient même plus libre que celui des États-Unis, une main-d'œuvre éduquée et en bonne santé, des paysages naturels parmi les plus beaux du monde, un voisin riche et avide de tourisme, des terres agricoles d'une fertilité incroyable et des réserves non négligeables de minéraux et de pétrole. Pourtant, aujourd'hui, le tableau est radicalement différent. Les Cubains subissent des difficultés économiques extrêmes, en particulier depuis les 3 dernières décennies. Dans les années 1990, une période de crise si grave qu'on l'a surnommée la période spéciale, le Cubain moyen a perdu près de 9 kilos à cause des pénuries alimentaires. Ces carences nutritionnelles ont même rendu aveugles près de 40 000 personnes. Les coupures d'électricité étaient si fréquentes que le simple fait d'avoir du courant devenait un événement notable. En quelques années, Cuba a perdu un tiers de son économie, 70% de son pouvoir d'achat, et près de la moitié de la population active s'est retrouvée sans emploi. Des centaines de milliers de personnes, désespérées, ont risqué leur vie pour traverser l'océan sur des radeaux de fortune, et on estime que près de la moitié d'entre elles n'ont jamais atteint leur destination. Aujourd'hui, la situation n'a guère changé. Une fois de plus, Cuba est en proie à de graves pénuries alimentaires et à un déclin économique. Mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi Cuba, cette île qui avait tout pour réussir, est-elle toujours si pauvre? De porte d'entrée du Nouveau Monde à la famine, de paradis tropical au bord de l'apocalypse nucléaire, de rêve capitaliste à dictature communiste brutale. Voici l'histoire malheureuse de l'économie cubaine. L'âge d'or trompeur et la domination américaine. Au tournant du XXe siècle, Cuba était une nation en pleine transformation. Après 400 ans de domination espagnole, 3 guerres d'indépendance et 30 ans de conflits acharnés,
l'île obtenait enfin son indépendance en 1888. Cependant, pour de nombreux Cubains, cette date ne marque pas le début d'une véritable liberté. Alors que les forces rebelles cubaines étaient sur le point de remporter la victoire finale contre une armée espagnole affaiblie, les États-Unis sont intervenus à la dernière minute. L'explosion du navire de guerre américain USS Maine dans le port de La Havane, probablement une opération sous fausse bannière orchestrée par les Américains eux-mêmes, leur a fourni le prétexte parfait pour déclarer la guerre à l'Espagne. L'objectif n'était pas tant d'aider Cuba que de s'emparer des dernières possessions coloniales de l'Espagne, Cuba, Porto Rico, les Philippines. Bien que l'objectif officiel de la guerre hispano-américaine fut de garantir la souveraineté cubaine, l'île est rapidement entrée dans une nouvelle ère de dépendance. Ce n'était plus un colonialisme militaire, mais un colonialisme économique, dominé par les intérêts des grandes entreprises américaines. Ces intérêts se concentraient sur les vastes champs de canne à sucre de Cuba, qui étaient déjà les plus productifs et les plus rentables du monde. Même avant la guerre, des entreprises américaines possédaient une part importante de cette industrie. Une Cuba véritablement indépendante aurait pu menacer ces investissements. En faisant de Cuba un État fantoche, politiquement soumis à Washington, les États-Unis s'assuraient que leurs affaires seraient protégées et pourraient même se développer sans aucune contrainte. Le véritable tournant pour l'économie cubaine survint à la fin de la Première Guerre mondiale. Les champs de betteraves sucrières en Europe, principale source de sucre pour le continent, avaient été dévastés par les tranchées et les combats. D'un seul coup, 20% de l'approvisionnement mondial en sucre disparut. Lorsque les contrôles de prix imposés pendant la guerre furent levés, le prix du sucre connut la hausse la plus spectaculaire de son histoire. Parti de 7,3 cents la livre, un prix déjà considéré comme excellent, il s'envola pour atteindre un pic de 22,5 cents. La récolte de 1919, vendue à ce prix exorbitant, inonda l'économie cubaine d'1 milliard de dollars. Pour mettre cela en perspective, cette somme était supérieure aux profits générés par les 14 années précédentes combinées. Ce fut une période d'euphorie connue sous le nom de la danse des millions. Les petits planteurs de sucre devinrent riches du jour au lendemain, s'habillant avec les vêtements les plus fins et dépensant sans compter à La Havane. Pensant que ces prix élevés étaient la nouvelle norme, les Cubains comme les Américains se précipitèrent pour contracter des prêts afin d'étendre massivement leur capacité de production. Mais aussi vite que la bulle avait gonflé, elle éclata à la fin de l'année 1920, lorsque la production européenne reprit. Le prix du sucre s'effondra. De nombreux agriculteurs se retrouvèrent avec des dettes impossibles à rembourser. 20 banques cubaines firent faillite. Les banques américaines, plus solides, non seulement survécurent, mais profitèrent de la situation pour racheter à bas prix les sucreries en faillite et encore plus de terres agricoles. Après cette crise, les Cubains ne possédaient plus qu'environ 20% de la production de sucre de leur propre pays. Ce sentiment d'être dépossédés de leur principale richesse nationale alimenta un ressentiment nationaliste croissant envers les États-Unis. Malgré ce cycle brutal d'expansion et de récession, l'économie cubaine reçut un autre coup de pouce majeur. L'Amérique était sortie de la Première Guerre mondiale comme la première puissance économique mondiale. Une immense classe moyenne y avait émergé, avec un revenu disponible plus important que jamais et un désir de le dépenser en voyage. Alors que l'Europe pansait ses plaies et que les États-Unis interdisaient l'alcool, Cuba devint la destination de vacances par excellence. Entre 1914 et 1937, le nombre de touristes américains à Cuba fut multiplié par près de 6. Des investissements massifs transformèrent La Havane en une vitrine du luxe et de la modernité. Hôtels somptueux, hippodromes géants, casinos étincelants, restaurants de classe mondiale et infrastructures de pointe. Année après année, les touristes américains déversaient un flot continu de dollars sur la petite nation insulaire. La face cachée du paradis et la montée de la colère. Cependant, derrière cette façade de richesse et de glamour, l'économie cubaine cachait une réalité bien plus sombre. La prospérité était loin d'être partagée.
Alors que les casinos sortaient de terre comme des champignons, les bidonvilles s'étendaient autour des chantiers navals qui livraient le mobilier de luxe pour ces mêmes établissements. Cuba s'enrichissait, mais seulement pour une infime partie de la société. Les élites locales, les investisseurs étrangers et les politiciens corrompus. Pour la majorité de la population, la vie était difficile. Les agriculteurs indépendants, notamment ceux du secteur du sucre, peinaient à joindre les deux bouts et se voyaient souvent contraints de vendre leurs terres aux grandes sociétés américaines après une mauvaise récolte. Dans les villes, de nombreuses femmes, sans autre option, se tournaient vers la prostitution pour nourrir leurs enfants. Le gouvernement cubain était devenu un exemple de corruption et de despotisme. Les élections étaient truquées, les votes achetés, et toute opposition politique était violemment réprimée. Le pouvoir opérait davantage comme la mafia américaine, qui tenait d'ailleurs ses réunions dans les casinos de la Havane, que comme un gouvernement représentant les intérêts de son peuple. Lorsque la Grande Dépression frappa le monde dans les années 1930, l'économie cubaine, extrêmement dépendante de deux piliers fragiles, le sucre et le tourisme, fut touchée plus durement que la plupart des autres pays. Les exportations de sucre s'effondrèrent et le flux de touristes se tarit, plongeant le pays dans une profonde crise économique et sociale. En 1958, après des décennies d'instabilité politique, Cuba était dirigé depuis 6 ans par la dictature militaire sanglante de Fulgencio Batista. À ce stade, le pays était un mélange de contradictions. Il n'était ni vraiment pauvre, ni vraiment riche. Les campagnes d'alphabétisation en avaient fait la nation la plus instruite d'Amérique latine, et les Cubains bénéficiaient de certaines avancées sociales et de droits du travail. Pourtant, l'économie stagnait globalement depuis la Grande Dépression, tandis que les inégalités continuaient de se creuser de manière alarmante. Le peuple cubain aspirait au changement. Il voulait se libérer du colonialisme économique américain, se défaire de la dictature militaire et mettre en place un gouvernement qui défendrait les intérêts de tous les Cubains, pas seulement d'une élite. Ce qu'il ne voulait pas, cependant, c'était une révolution communiste. La révolution, l'espoir et le grand malentendu. C'est dans ce climat de mécontentement général que Fidel Castro débarqua à Cuba en 1956 et lança sa campagne de guérilla contre le gouvernement de Batista. Comprenant l'état d'esprit du peuple, Castro dissimula habilement ses véritables aspirations idéologiques. Il ne se présenta pas comme un communiste, mais comme un nationaliste, un démocrate luttant pour la justice sociale. Le Parti communiste cubain lui-même ne lui apporta son soutien qu'à la toute fin de sa campagne. La coalition qui l'aida à prendre le pouvoir était très large, majoritairement composée de sociodémocrates, de libéraux et de nationalistes farouchement anticommunistes. Non seulement le peuple cubain fut trompé sur ses intentions, mais même les experts américains le furent. Le principal spécialiste de l'Amérique latine à la CIA déclara à l'époque « Castro n'est pas seulement non communiste, c'est un combattant anticommuniste convaincu ». Une fois au pouvoir en 1959, ses véritables objectifs devinrent rapidement évidents. En seulement 9 mois, Castro et son gouvernement révolutionnaire promulguèrent un déluge de réformes. 1500 nouvelles lois, décrets et édits furent adoptés. Les salaires furent augmentés, les loyers furent drastiquement réduits, les tarifs de l'électricité et du téléphone furent baissés. Surtout, il lança la réforme agraire tant attendue par les paysans. La taille maximale des parcelles de terre fut fortement réduite et les travailleurs agricoles se virent attribuer de petites parcelles. Les terres excédentaires, principalement les immenses plantations appartenant à des sociétés américaines, furent saisies par le gouvernement et transformées en fermes d'État. Cela signifiait que les énormes investissements américains, le pilier de l'économie cubaine depuis des décennies, étaient désormais contrôlés et possédés par le gouvernement cubain. Mais ce qui provoqua la fureur des États-Unis fut la signature d'un accord commercial avec leur ennemi juré de la guerre froide, l'Union soviétique communiste. Les Soviétiques acceptèrent d'acheter 20% de la récolte de sucre cubaine pendant 5 ans, payant en espèces, en machines, avec l'aide de techniciens soviétiques et, de manière cruciale, avec 6 millions de barils de pétrole.
Ce pétrole devait cependant être traité dans l'une des 3 raffineries de l'île, qui appartenaient à des sociétés américaines, Esso, Shell et Texaco. Sous la pression de Washington, ces entreprises refusèrent de raffiner le pétrole soviétique. La réaction de Castro fut immédiate et radicale. Il saisit et nationalisa les raffineries. Les États-Unis ripostèrent durement. Ils annulèrent le quota sucrier, un accord qui garantissait l'achat d'un pourcentage important du sucre cubain à un prix préférentiel, bien supérieur à celui du marché mondial. Ce quota avait été la pierre angulaire, la garantie de stabilité de l'économie cubaine pendant tout le XXe siècle. Furieux, Castro alla jusqu'au bout. Il saisit et nationalisa absolument tous les actifs américains restants sur l'île. Les opérations pétrolières, les compagnies de téléphone et d'électricité, les banques, les chemins de fer, les hôtels, les casinos, les distilleries et toutes les entreprises sucrières. Pour la première fois, les relations diplomatiques entre les 2 nations furent rompues. S'ensuivirent des décennies d'hostilité, au cours desquelles les États-Unis menèrent de nombreuses opérations contre Castro, notamment l'invasion ratée de la baie des Cochons, le soutien à des groupes d'insurgés et, selon les services cubains, 636 tentatives d'assassinat infructueuses. Mais l'action qui a eu l'impact le plus dévastateur et le plus durable sur Cuba fut l'embargo économique total imposé par le président John F. Kennedy en 1972. Cet embargo a presque entièrement coupé Cuba-commerce avec le monde occidental, une mesure qui, sous une forme ou une autre, est toujours en vigueur aujourd'hui. Cet embargo a eu une conséquence majeure. Il a poussé et forcé Cuba à se jeter entièrement dans les bras de l'Union soviétique. C'est cette alliance qui conduira plus tard au déploiement secret d'armes nucléaires soviétiques à Cuba, provoquant la crise des missiles de 1972, le moment où le monde est passé le plus près d'une guerre nucléaire totale. C'est également à cette époque que Castro annonça au monde, pour la toute première fois, que la révolution cubaine était bien une révolution socialiste. L'expérience socialiste est l'échec de la planification centrale. Après cette annonce, des vagues successives de nationalisation détruisirent les fondations de l'économie de marché. Finalement, toutes les activités privées, sans exception, passèrent sous le contrôle direct de l'État. Des vendeurs de rue aux magasins de détail, en passant par les bars, les épiceries, les banques et les sucreries, tout était désormais possédé et géré uniquement par le gouvernement. Désormais, c'est l'État qui fixait les prix de chaque bien, qui obligeait les agriculteurs à vendre leurs produits à un prix déterminé et qui dictait aux industries exactement quoi produire et en quelle quantité. C'est le principe de l'économie planifiée. Les différences de salaire entre les professions furent considérablement réduites. Le système tenta de motiver les travailleurs non pas par des incitations matérielles, plus d'argent pour plus de travail, mais par des incitations morales, comme le devoir envers la patrie et la conscience révolutionnaire. Cependant, durant cette première période socialiste, Cuba n'a fait que des tentatives maladroites de planification centrale détaillée, contrairement au modèle très rigide de l'Union soviétique. Le résultat fut chaotique. Des goulots d'étranglement apparurent dans toute l'économie. Les usines ne recevaient pas les matières premières nécessaires pour atteindre leur quota de production. Des usines nouvellement construites restaient fermées faute de pièces détachées et la maintenance des équipements était systématiquement négligée. Dans le but d'atteindre une industrialisation rapide, la priorité fut donnée à l'accumulation d'usines et de machines plutôt qu'à la production de biens de consommation pour la population. Mais les investissements étaient désordonnés et inefficaces. Le gouvernement garantissait un emploi à chacun, mais cela conduisait souvent au suremploi, plus d'employés que nécessaire, à un taux d'absentéisme élevé. Parfois 20% des employés ne se présentaient pas au travail et à une productivité très faible. Une étude de 1968 a révélé que près de 50% du temps de travail était perdu à cause de ces problèmes. La situation fut aggravée par la fuite des cerveaux. La classe professionnelle et dirigeante, ingénieurs, médecins, gestionnaires, entrepreneurs,
avaient massivement fui le pays après la Révolution. Ceux qui les remplacèrent à la tête des industries furent choisis non pas pour leurs compétences et leur expertise, mais pour leur loyauté à la Révolution. À cause de tous ces facteurs, l'économie s'est contractée. Même le secteur agricole, autrefois le joyau de l'économie cubaine, a vu sa production totale chuter de 23% en seulement 5 ans après la Révolution. Pourtant, l'économie a réussi à ne pas s'effondrer complètement, grâce aux prêts généreux et aux accords commerciaux très favorables avec l'Union soviétique. Malgré quelques succès notables, comme un programme massif d'alphabétisation et un accès gratuit et universel aux soins de santé et à l'éducation, la première phase de l'économie socialiste cubaine fut un échec. Sans parler de la répression brutale de Castro contre toute opposition, emprisonnant des dizaines de milliers de dissidents politiques. En 1971, l'économie cubaine était plus petite qu'elle ne l'avait été avant la Révolution, à une époque où le reste du monde en développement connaissait une croissance exponentielle. C'est cette faillite économique qui a poussé Cuba à rejoindre le Comecon, l'alliance économique dirigée par les Soviétiques. Cette décision scella le destin de Cuba en tant que nation totalement dépendante d'un seul produit, le sucre, et d'un seul partenaire, l'Union soviétique. La perfusion soviétique est un âge d'or artificiel. En 1972, avec l'aide d'experts soviétiques et tchécoslovaques, Cuba commença sa transition vers une véritable structure d'économie planifiée. Cette nouvelle organisation permit de réduire les goulots d'étranglement et d'améliorer la répartition des investissements. De plus, les loyalistes incompétents à la tête des entreprises furent remplacés par des experts formés et la réintroduction d'incitations matérielles, comme des échelles de salaire et des primes, augmenta la productivité des travailleurs. L'industrie sucrière fut modernisée et mécanisée et les soviétiques commencèrent à subventionner Cuba de manière encore plus généreuse, fournissant du pétrole, des machines et des biens de consommation à des prix dérisoires en échange du sucre cubain acheté à des prix bien supérieurs à ceux du marché mondial. De plus, la main-d'œuvre a considérablement augmenté, grâce à l'arrivée sur le marché du travail de la génération issue du baby-boom, du début des années 1960, et à une politique volontariste pour encourager les femmes à travailler. La combinaison de ces efforts internes et de ce soutien externe massif a entraîné une période de croissance économique impressionnante. Cuba était entré dans son âge d'or communiste. Les pénuries diminuèrent et la population avait accès à plus de biens et d'opportunités. L'accès aux soins de santé et à l'éducation restait de haute qualité et gratuit, le régime continuant d'y allouer des ressources considérables. Pourtant, dès les années 1980, les fondations de ce système ont commencé à se fissurer. Sa dépendance excessive au commerce du sucre contre des importations bon marché a été affaiblie par la chute des prix mondiaux du sucre. La croissance industrielle a plafonné, le gouvernement se retrouvant à court de nouvelles ressources et de main-d'œuvre à injecter dans l'expansion industrielle. Même si l'économie avait progressé, elle était devenue une économie de rente, entièrement dépendante des exportations de sucre et surtout des subventions et de l'aide de l'Union soviétique. Cette dépendance totale allait avoir des conséquences catastrophiques à l'aube des années 1990. L'effondrement, la période spéciale et la fin. Le jour de Noël 1991, un événement impensable une décennie plus tôt se produisit. L'Union soviétique cessa d'exister. Minée par la stagnation économique et les mouvements de libération, l'URSS s'est effondrée. Le monde communiste disparut presque entièrement et il faillit emporter le régime de Castro avec lui. Pour comprendre la catastrophe économique que Cuba s'apprêtait à vivre, il faut mesurer son niveau de dépendance. En 1987, l'Union soviétique fournissait à Cuba 70% de ses camions, 91% de ses engrais, 70% de son fer, 95% de ses céréales et 100% de son pétrole. La quasi-totalité de ce commerce se faisait par la vente de sucre à des tarifs artificiellement élevés. Avec la disparition de l'Union soviétique, la perfusion économique a été brutalement coupée. En seulement 4 ans, Cuba a perdu 35% de son économie et 80% de son commerce international. Les pénuries alimentaires majeures sont devenues la nouvelle norme.
Bien que la famine totale ait été évitée, le Cubain moyen a perdu environ 9 kilos. Les carences nutritionnelles ont provoqué des problèmes de vision chez des dizaines de milliers de personnes. Les gens devaient se débrouiller sans dentifrice, abandonnaient leurs animaux de compagnie dans la rue et se tournaient vers le marché noir pour tenter d'obtenir de la nourriture à des prix exorbitants. Sans pétrole, les villes sont devenues sombres, les pannes de courant étant la règle plutôt que l'exception, et les industries se sont arrêtées, incapables de produire quoi que ce soit. Beaucoup d'observateurs pensaient que les jours de Castro étaient comptés. Le désespoir du leader cubain est palpable dans sa déclaration de l'époque. Nous sommes seuls, complètement seuls, ici, dans cet océan de capitalisme qui nous entoure. Pour que son régime et le socialisme cubain survivent, Castro a dû trouver un moyen de fonctionner dans un monde dépourvu de partenaires commerciaux socialistes. Il a dû faire ce qu'il a lui-même assimilé à un pacte avec le diable. Le pacte avec le diable et le pays à deux vitesses, Cuba s'est alors transformé en une économie duale. D'un côté, elle resterait une économie étatique et centralement planifiée pour ses citoyens. De l'autre, elle développerait une économie de marché, capitaliste, pour la financer. La moitié des entreprises d'État furent fermées pour réduire les coûts, laissant un pourcentage énorme de la population sans emploi. Pour absorber cette main-d'œuvre, un secteur privé très limité fut autorisé, où les individus pouvaient demander des licences pour exercer un travail indépendant, les cuentapropistas. Parallèlement, certaines entreprises d'État sélectionnées furent autorisées à se lancer dans des activités lucratives en devises étrangères. Mais deux réformes majeures ont eu l'impact le plus considérable. La première fut la dollarisation de l'économie. Le dollar américain fut non seulement légalisé, mais devint souvent la seule monnaie acceptée pour de nombreuses transactions. La seconde fut la légalisation et l'encouragement actif des investissements étrangers, en particulier dans le secteur du tourisme. Presque immédiatement, de nouveaux hôtels ont vu le jour. Les anciens ont été restaurés et des restaurants et des boîtes de nuit ont fleuri à La Havane. Cette stratégie s'est avérée extrêmement efficace. De seulement 340 000 touristes en 1990, le nombre a explosé pour atteindre près de 2 millions en l'an 2000. Le tourisme est devenu la nouvelle bouée de sauvetage de l'économie cubaine, générant près de 2 milliards de dollars par an. L'économie cubaine a commencé à se redresser et à croître, mais cela a créé des effets secondaires très étranges et pervers. Une femme de chambre, un réceptionniste d'hôtel, un chauffeur de taxi ou un serveur recevant des pourboires en dollars gagnaient désormais beaucoup plus qu'un médecin ou un enseignant, qui étaient toujours payés en pesos cubains par l'État. Des dentistes devaient faire des petits boulots à côté pour pouvoir se nourrir, tandis que les chauffeurs de taxi faisaient leurs courses dans des magasins en dollars, où la nourriture ne manquait jamais. En même temps, tous les Cubains sont devenus des citoyens de seconde zone dans leur propre pays. Ils subissaient des coupures de courant tout en apercevant les halls luxueux et bien éclairés des hôtels. Ils luttaient pour trouver de la nourriture pendant que les touristes dînaient dans des restaurants chics. Ils attendaient des heures des bus bondés et en retard, tandis que les vieilles voitures américaines des années 1950, restaurées et rutilantes, transportaient rapidement les étrangers d'une plage à l'autre. Les réformes qui ont permis au régime de Castro de survivre ont créé une nouvelle classe de nantis et de démunis, creusant un fossé social encore plus profond. Conclusion. Le cycle sans fin de la stagnation. Alors que l'économie avait connu une croissance substantielle dans des secteurs spécifiques comme le tourisme, les réformes qui l'avaient rendue possible se sont arrêtées et ont même parfois été annulées. Le régime, craignant de perdre le contrôle, a resserré la vis. Chaque année qui passait voyait moins de liberté économique qu'auparavant, jusqu'à ce que Fidel Castro, malade, cède finalement le pouvoir en 2006, après près de 50 ans d'emprise totale. Son frère, Raúl Castro, lui succéda. Beaucoup espéraient qu'il transformerait véritablement l'économie cubaine. Un espoir a brièvement émergé lorsque Barack Obama a été élu président des États-Unis en 2008, avec une volonté apparente d'ouvrir et de normaliser les relations.
Cependant, ces efforts n'ont jamais abouti à des changements profonds et ont été en grande partie annulés lorsque Donald Trump a été élu en 2016, réaffirmant la ligne dure. À la fin des années 2000, la situation économique cubaine a commencé à se détériorer à nouveau de manière significative. Les prix du sucre restaient bas, la Russie a fermé une importante base militaire qui rapportait de l'argent, l'île a été frappée par une série d'ouragans dévastateurs et la croissance du tourisme a ralenti. La situation est devenue si critique que le gouvernement a créé une nouvelle méthode pour calculer le revenu national. En d'autres termes, Cuba a commencé à maquiller les chiffres de son économie, choisissant de mentir sur ses difficultés plutôt que de poursuivre les réformes. Pendant un certain temps, une nouvelle bouée de sauvetage est apparue, le Venezuela. Sous le contrôle d'Hugo Chavez, un allié socialiste, le Venezuela a commencé à fournir à Cuba du pétrole à des prix très avantageux, jouant un rôle similaire à celui de l'Union soviétique autrefois. En échange de ce pétrole, une autre facette étrange de l'économie cubaine s'est révélée. Avec son surplus de médecins très bien formés, Cuba a commencé à générer des revenus en envoyant des dizaines de milliers d'entre eux travailler à l'étranger dans le cadre de contrats gouvernementaux. Cette exportation de médecins représente aujourd'hui 46% des revenus d'exportation du pays. Cette exportation de médecins représente aujourd'hui 46% des revenus d'exportation du pays, plus que le tourisme. Bien que ces revenus et le pétrole subventionné aient empêché l'économie de s'effondrer, la chute du Venezuela dans sa propre crise économique a de nouveau mis Cuba en difficulté. En 2013, Raúl Castro a été contraint d'instituer de nouvelles réformes. Cependant, tout comme celles des années 1990, elles n'ont fait que peu de choses pour changer la structure fondamentale de l'économie. Elles ont servi de pansement sur une jambe de bois, visant à résoudre des problèmes immédiats plutôt qu'à engager un véritable changement qui pourrait dynamiser l'économie et améliorer la vie des Cubains. Malheureusement, cette approche semble être la norme pour l'avenir. Ceux qui sont au pouvoir n'entreprendront jamais la réforme structurelle nécessaire, c'est-à-dire l'abandon du contrôle étatique centralisé et l'instauration d'une véritable liberté économique.